respecter vos droits, eh bien, il va faire en sorte il va prendre contact avec les institutions de ce pays et faire en sorte que vos droits vous soient accordés ou redonnés alors qu'on les avait bafoués. Voilà. Et donc le médiateur, il va, dans ce pays-là, qui est à l'origine, il va leur envoyer un écrit qui est une recommandation. C'est-à-dire, il va leur dire, écoutez, voilà, vous avez tel problème, c'est récurrent, les citoyens européens se plaignent de ne pas avoir tel droit appliqué, il faudrait mettre en œuvre ces droits. C'est une recommandation. Mais le pays en question n'est pas obligé de suivre la recommandation du médiateur. Le médiateur n'a pas le pouvoir de coercition sur les États. Il n'y a que au niveau des juridictions qu'on pourra arriver à ça. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors on suit les moyens de recours juridictionnels. Les moyens de recours juridictionnels. Le traité de Lisbonne 2017 a modifié l'organisation des moyens juridictionnels. Le tribunal de première instance des pays et la Cour de justice des communautés européennes, CJCE. Voilà, ont été remplacés par un ensemble appelé Cour de justice de l'Union européenne, formé par la Cour de justice, le tribunal et les tribunaux spécialisés, articles 18 et 19. Le tribunal traite tous les recours des particuliers contre les actes des institutions européennes dont ils sont les destinataires ou qui les concernent. Recours en annulation contre les actes juridiques qui les affectent directement et individuellement. Recours en carence contre l'inaction des institutions européennes dans un domaine. Recours en répartition lorsque les particuliers ont subi des donations obligées par les institutions et des agents voulus. Par ailleurs, le tribunal est compétent concernant les recours concernant les recours fondés contre les décisions des tribunaux spécialisés. Celles-ci peuvent ensuite être réexaminées par la Cour de justice en cas d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union. C'est bon, il n'y a pas de souci pour vous. C'est clair? On peut poursuivre. Les tribunaux spécialisés. Les tribunaux spécialisés sont adjoints au tribunal et chargés, en première instance, de certaines catégories de recours formés dans les matières spécifiques. Article 255 PFI. Alors, quand on vous parle de première instance, c'est l'équivalent d'un premier degré. Comme nous, en France, on a des degrés ou des instances. On a la première instance, en deuxième instance, c'est la cour d'appel, et puis on a le recours suprême, parce qu'on a les deux niveaux de juridiction en France, la cour de cassation, et n'étant pas une troisième degré de juridiction. Donc, c'est pareil pour l'Union européenne. On a une première instance, puis on a des tribunaux de première instance, donc de premier degré, et ensuite, on a la Cour de justice. La Cour de justice, qui siège à Luxembourg, peut être saisie par les particuliers de pourvoir la cassation, limitée aux questions de droit contre les décisions du tribunal lors de ces recours. De plus, lorsqu'un litige devant un tribunal national mélange des règles de droit européen, le juge peut faire face à une difficulté d'interprétation, demander l'avis de la Cour. Le citoyen représenté par un avocat peut alors être entendu par la Cour pour faire préciser les règles européennes qui le concernent. Voilà. Donc ça, ce sont les juridictions qui existent. Si vous êtes en litige avec un pays membre de l'Union européenne pour les droits qui auraient été bafoués, vous avez des recours pour faire valoir vos droits. Donc, un premier degré, c'est le tribunal et les tribunaux spécialisés. Et puis ensuite, le recours suprême, c'est la Cour de justice, pour pouvoir aller dire est-ce que le tribunal a bien appliqué le droit. Mais du coup, il y a pas de deuxième instance.
Non. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un second degré, puisque ça n'est que le droit qui est regardé devant la Cour de justice, comme devant la Cour de cassation. Après, c'est équivalent à la Cour de cassation du coup. Alors, ce n'est pas l'équivalent parce que c'est au-dessus, parce que c'est au niveau de l'Europe, mais si vous voulez, ça joue un petit peu le même rôle. Sauf que, en face d'elle, il y aura un pays et un particulier, et qu'on peut sanctionner un pays. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une institution de l'Union européenne. C'est une juridiction auprès du Conseil de l'Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 par les 47 États, de l'Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie, qui l'ont ratifié. C'est une convention. C'est pour le respect des droits de l'homme. L'historique. Élaborée au sein du Conseil de l'Europe, cette convention signée le 4 novembre 1950 s'inscrit dans le droit fil de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Depuis son entrée en vigueur, 1954, 7 protocoles additionnels ont été adoptés ajoutant des droits et libertés à ceux reconnus dans le texte initial, comme par exemple l'interdiction générale de toute discrimination. Protocole numéro 2. Pardon de vous avoir. Tu peux aider? La CEDH, créée par la Convention, a été mise en place en 1951. Elle siège à Strasbourg et se compose d'un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges, élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable, contre 6 ans jusqu'en 2018. Ces magistrats sont totalement indépendants, ils siègent à titre individuel et ne représentent pas l'État au titre duquel ils sont élus. La Cour a une compétence obligatoire, c'est-à-dire que tout État contractant doit se soumettre à sa juridiction. La Commission européenne des droits de l'homme, qui l'assistait à l'origine, a fusionné avec la CEDH en 1898. Depuis, la CEDH siège de façon permanente. Qui peut saisir la CEDH? Tout État signataire de la Convention et depuis 1998, toute personne résidente, particulier association, s'estimant victime d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qui a été épuisé les droits de recours devant les juridictions de son pays peuvent saisir la CEDH. Les affaires sont inscrites sur une procédure contradictoire et publique. À défaut de celui-ci amiable, la CEDH prend un arrêt que l'autorité nationale de mise en cause est tenue d'appliquer. Les symboles de l'Union européenne. 5 symboles sont régulièrement associés à l'Union européenne, qui ne sont pas intégrés à aucun traité. Néanmoins, 16 pays dont la France n'en fait pas partie ont réaffirmé dans une déclaration commune en annexe du traité de Lisbonne leur attachement à ces symboles. Le drapeau européen. En 1886, le drapeau au bout. Oui, c'est bon. Où est le souci? Les Elle parle trop vite, elle parle vite, elle parle vite. Comment? Oui, mais suivre sur votre fiche. Alors c'est clair qu'il ne faut pas se disperser. Il faut quand même être très attentif parce qu'effectivement, Claudia, elle est pressée d'en terminer. Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais si. Bon, après, vous lisez vite. Est-ce que vous comprenez tout ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez vite? C'est bien. Est-ce que tout le monde comprend au fur et à mesure? Peut-être pas. Donc il faut peut-être lire un peu plus lentement pour que. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on lit en même temps.
le drapeau européen en 1886, 1986, le drapeau aux 12 étoiles à 5 branches disposé en cercle sur un fond bleu devient le drapeau officiel de l'Union. Oui. Encore. Ça va. Ce drapeau était depuis 1955 celui du Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la démocratie et le pluralisme politique et de défendre les droits de l'homme. Le nombre d'étoiles n'est pas lié à celui des États membres et ne changera pas avec les élargissements. Le nombre de 12 symbolise la plénitude et la complétude. La disposition en cercle des étoiles représente la solidarité et l'harmonie entre les peuples et l'Europe. Chaque pays conserve parallèlement son drapeau national. L'hymne européen. En juin 1985, les chefs d'État et de gouvernement réunis au Conseil européen à Milan décident de faire de l'Ode à la joie, prélude du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne officiel de l'Union. Cette musique était déjà l'hymne du Conseil de l'Europe depuis 1972. L'Ode à la joie est la mise en musique du poème du même nom de Friedrich von Schiller, qui évoque la fraternisation de tous les hommes. L'hymne européen ne comporte pas de paroles officielles et ne remplace pas les hymnes nationaux des États membres. Oui. Une devise à la suite d'un concours organisé par le mémorial de Caen en 1999, une devise non officielle de l'Union avait été choisie par un jury uni dans la diversité. L'expression dans la diversité excluant tout objectif d'uniformisation. Le traité établit une constitution pour l'Europe de 2004 prévoyait l'ajout de cette devise aux deux autres symboles. La monnaie unique, l'euro. Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de 11 États membres de l'Union européenne. Cependant, les pièces et les billets en euros n'ont été mis en circulation qu'à partir du 1er janvier 2018. C'est bon? Oui. Ces premiers pays ont ensuite été rejoints par 8 autres pays. La zone euro comptait depuis le 1er janvier 2015 19 des 28 États de l'Union. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. Bien que les États membres ne fassent pas partie de la zone euro, on peut considérer que la monnaie unique constitue désormais un symbole concret et quotidien de l'Union européenne. La journée de l'Europe le 9 mai. Au Conseil européen de Milan, en 1985, les chefs d'État et de gouvernement décident que chaque année se tiendra le 9 mai une journée de l'euro. Celle-ci commémore la déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, le 9 mai 1950. Ce texte appelait la France, l'Allemagne, RFA, et d'autres pays européens à mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Première ébauche d'une organisation continentale. Le 18 avril 1951, le traité de Paris signé par la RFA, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
consacrer la mise en place de la communauté européenne du charbon et de l'acier, CEC. Ben, nous avons terminé. Vous voyez qu'on a réussi à terminer dans le temps. Du coup, on veut corriger contrôle.